Aujourd'hui, le constat général qu'on fait, c'est que si vous êtes un commerçant et que vous voulez accepter des paiements digitaux dans votre commerce, vous devez avoir 5 QR codes. Derrière chaque QR code, il y a 5 applications mobiles. Et si vous voulez un terminal, il faut aller souscrire à un contrat de location d'un terminal avec une banque. Et vous devez gérer 5 comptes, vous devez gérer 5 réconciliations, vous devez gérer 5 partenaires différents. Ça, c'est énorme, hein? Et ça, c'est énorme pour un petit commerçant, alors que ce n'est pas ça le cœur de son activité. Donc, c'est comme ça qu'on crée Djeko pour permettre aux commerçants, à partir d'un seul terminal, d'une seule application, d'un seul compte, d'encaisser tous les paiements by money et tous les paiements par carte bancaire, de constituer un seul historique de paiement qu'il pourra utiliser auprès des microfinances pour faciliter son accès au crédit. CEO and Leader Spotlight. Bonjour, c'est tous. Bienvenue à Africa FinTech Inside, le CEO and Leader Spotlight. Et aujourd'hui, je reçois un acteur dynamique de l'écosystème FinTech africain. J'ai nommé Idriss. Enchanté, Idriss. Merci. Sois le bienvenu à Africa FinTech Inside, le CEO and Leader Spotlight. Merci beaucoup pour l'invitation et merci de m'avoir invité à participer. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui. Je t'en prie. Donc, en quelques mots, qui est Idriss et qu'est-ce qu'il fait? Idriss, à la base, je suis ingénieur en sciences informatiques de formation. Donc, j'ai débuté ma carrière en tant qu'ingénieur support, ingénieur avant-vente. Et puis après, j'ai embrassé une carrière de commercial. D'accord. Et après toute cette expérience, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat pour essayer d'impacter positivement la vie de mes concitoyens. Wow. Disons, il part d'une vision, vous voyez, il veut réellement changer les choses, créer un impact qui est réel. Donc déjà, c'est déjà quelque chose à saluer. Donc, tu dis ingénieur en informatique, c'est bien ça, hein? Et aujourd'hui, tu crées une solution FinTech du nom de Djeko. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord Djeko. Pourquoi Djeko? J'espère que je prononce bien Djeko. Normalement, c'est Djeko. Ah, comme le Djé. Comme le Djé. D'accord. Comme le Djé et Ko. Donc, Djeko vient de Nushi. D'accord. Donc, Nushi, Djé, ça veut dire l'argent. D'accord. Et Ko en Djoula, qui veut dire les choses. Ah, okay. Donc, Djeko, c'est les choses de l'argent. Je vois. Donc, Djeko, c'est les choses de l'argent. Ah, d'accord. Là, c'est voilà, je crois d'où vient le nom Djeko. Ok, là, c'est super. Et puis ça, c'est propre même typiquement à nos racines, je vais dire. C'est ça. Le Noussi plus le Djoula. Oui, parce que si on regarde bien en Côte d'Ivoire et généralement en Afrique de l'Ouest, la majorité des commerçants, ce sont des Djoula ou des gens des Bambara, des gens qui parlent Bambara. Donc, on a voulu que le nom tire sa source et dans l'essence de ceux qui font le commerce et ceux qui représentent le commerce aujourd'hui en Côte d'Ivoire et partout en Afrique de l'Ouest. Ah, ok. C'est une sorte de clé qui peut c'est un passe-partout. C'est exactement ça. Voilà, c'est super. D'accord. Donc, Djeko, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, Djeko est né d'une histoire, c'est d'abord l'histoire d'Idriss et de son cofondateur. D'accord. Un dimanche, il y a mon fils qui était malade et je n'avais pas de cash, mais j'avais une carte de crédit, il y avait de l'argent sur mon compte bancaire. Okay. Et il fallait que pour acheter le médicament à la pharmacie, il fallait que j'aille au guichet automatique. Donc, je suis allé au premier guichet automatique qui était à 15 minutes de la maison. Il était en panne. Wow. Il ne marchait pas. Donc, je suis allé au deuxième guichet automatique qui était à 20-25 minutes de la maison. Lui aussi également était en panne. Et je suis allé au troisième guichet automatique qui était à peu près à 30 minutes de la maison. Et c'est dans ce troisième guichet automatique que j'ai réussi à retirer du cash pour venir à la pharmacie. Donc, j'ai fait 30 minutes pour aller chercher de l'argent, 30 minutes pour revenir à la pharmacie qui était proche de chez moi pour acheter le médicament de mon fils. Et c'est là où je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je ne pouvais pas juste aller à la pharmacie, mettre ma carte dans un terminal et payer le médicament? Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que 99% des commerçants en Côte d'Ivoire ne sont pas équipés d'un terminal qui leur permet d'accepter des paiements par carte bancaire. Exactement. Et c'est pour ça qu'on décide de créer Djeko, qui est un terminal, la Djeko Box, qui est un terminal qui permet aux commerçants d'accepter les cartes bancaires et
tous les mobile money. Ok. Parce qu'aujourd'hui, le constat général qu'on fait, c'est que si vous êtes un commerçant et que vous voulez accepter des paiements digitaux dans votre commerce, Oui. vous devez avoir 5 QR codes. Wow. Derrière chaque QR code, il y a 5 applications mobiles. Et si vous voulez un terminal, il faut aller souscrire à un contrat de location d'un terminal avec une banque. Et vous devez gérer 5 comptes, vous devez gérer 5 réconciliations, vous devez gérer 5 partenaires différents. Ça, c'est énorme, hein? Et ça, c'est énorme pour un petit commerçant, alors que ce n'est pas ça le cœur de son activité. Le cœur de son activité, c'est de vendre le maximum de produits, gagner beaucoup plus d'argent. Et le paiement doit être juste une solution qui lui permet d'encaisser, d'accepter n'importe quel paiement et de ne pas perdre de clients. Donc, c'est comme ça qu'on crée Djeco pour permettre aux commerçants, à partir d'un seul terminal, d'une seule application, d'un seul compte, d'encaisser tous les paiements mobile money et tous les paiements par carte bancaire, de constituer un seul historique de paiement de transactions qu'il pourra utiliser auprès des microfinances pour faciliter son accès au crédit. Aujourd'hui, si vous posez la question à un commerçant, combien est-ce qu'il a vendu il y a une semaine, il ne peut pas vous répondre. Combien est-ce qu'il a vendu il y a 2 semaines, il ne peut pas vous répondre. Alors que Djeco vient lui donner cet historique des transactions-là et il peut utiliser cet historique-là pour aller voir une microfinance en disant, écoutez, c'est vrai que je n'ai pas de comptabilité, je n'ai pas d'état financier, mais j'ai un historique qui retrace l'ensemble de mes ventes. Voici ce que je fais comme chiffre d'affaires chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Et j'ai besoin d'un crédit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est audible pour les microfinances. Je pense déjà que c'est quelque chose à féliciter. Hein, parce que pour un simple commerçant d'Adjamé qui n'a pas forcément une comptabilité, avec Djeco, il a la possibilité de pouvoir suivre tout ce qui est comme opération effectuée dans sa boutique. Et puis aller contracter un prêt auprès d'une banque. Donc, c'est déjà quelque chose de... Et juste pour vous dire, aujourd'hui, par exemple, les microfinances, comment elles font pour donner du crédit à ces petits commerçants, hein. Donc, la première des choses, elles vont aller prospecter le petit commerçant. Oui. Et comme le petit commerçant, il note l'ensemble de ses ventes dans un cahier, elles vont regarder le cahier. Ensuite, elles vont aller vérifier le stock du petit commerçant. Elles vont faire une enquête de voisinage, c'est-à-dire qu'elles vont poser les questions aux voisins du petit commerçant pour savoir si elle se Mariam, elle est sérieuse, elle vient toujours au marché, elle vend toujours. Donc, pour comprendre un peu si Mariam est toujours là ou bien il y a des jours où elle ne vend pas. Et elles vont aller plus loin. Elles vont aller connaître le domicile même de la petite commerçante avant de lui donner du crédit. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'étapes pour pouvoir donner du crédit à cette petite commerçante, alors que si elle a un historique de transactions, si elle a un back-office qui lui permet de suivre les ventes, de retracer l'ensemble de ces transactions. Et l'avantage avec Djeco, c'est que c'est facile de retracer toutes les transactions parce que tous les paiements se font par mobile money ou par carte, donc c'est du digital. C'est pas du cash. Alors que moi, je peux créer un historique de vente sur la base du cash, qui n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire, je prends 10 personnes au quartier et puis je dis, venez chaque jour payer ma banane. Et puis, je note dans mon cahier que j'ai 10 clients, 10 clients, 10 clients. Et puis après, je vais prendre le crédit à la microfinance. Alors que la force de Djeco, c'est qu'on peut tracer les transactions. On peut vérifier que les numéros de téléphone qui payent sont totalement différents. Et ça permet d'avoir une vraie traçabilité et puis de donner une vraie véracité à la donnée qu'on va analyser pour donner du crédit aux petits commerçants. Et je pense qu'ici, la solution Djeco aussi ne bénéficie pas uniquement aux commerçants, mais également aussi aux microfinances. Parce que tu disais qu'avec, disons, la solution Djeco, on a la possibilité de pouvoir suivre les transactions, etc. Mais c'est qu'auparavant, on avait un souci. Les banques, avant d'octroyer le prêt, là, ils vont aller mêler des études, des analyses, etc. Mais je crois que Djeco ici, il vient limiter même en termes de coûts et en termes peut-être d'équipe sur terrain. C'est ça. Moi j'ai l'habitude de dire, la banque connaît l'agent de son client, mais elle ne connaît pas son client. La banque voit des flux financiers passer chaque jour sur un compte. Mais la banque n'est pas capable de lier ces flux financiers à une activité ou à une vente ou à un produit. D'accord. C'est-à-dire que moi, je viens ouvrir un compte dans une banque et puis je dis, ouais, j'ai un magasin de vente de produits cosmétiques. Pour la banque, tous les flux financiers qui passent, ce sont des produits cosmétiques. Exactement. Si en temps, mon produit cosmétique n'a pas très bien marché et que maintenant j'ai décidé de vendre des mèches ou bien j'ai décidé de vendre des pneus,
Ça, c'est La vrai. banque continue de voir des flux financiers, Mm. elle va continuer à croire que ce sont des produits cosmétiques, alors que je vends des pneus, je vends des mèches, Oui. je vends du riz, je vends des spaghettis, je vends de la nourriture. Donc, Djeco vient à partir de la traçabilité des ventes du commerçant, Oui. vraiment lier la transaction financière à ce qui a exactement été vendu, et ça D'accord. permet vraiment d'avoir des données qui sont bien qualifiées et qui facilitent le travail aux microfinances. Ça, c'est vrai. Je crois que c'est réellement intéressant parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se sert de la data pour pouvoir prendre des décisions. Exactement. Donc, déjà, Djeco ici vient faciliter ces tâches-là aux banques, aux commerçants eux-mêmes Et aux microfinances. et aux microfinances. C'est ça. Ah, félicitations à Djeco. alors. Merci beaucoup. D'accord. Bon, j'ai une question qui me vient parce que dans les débuts, tu me dis tu as un background en informatique, mais Djeco, c'est une solution fintech. Donc, c'est vrai que c'est la finance plus la technologie. Mais à quel moment tu te dis que j'ai pas forcément des notions en finance. Je sais pas si tu as des notions en finance. Hein. Et tu te dis, je vais me lancer peut-être dans une solution fintech, sachant que ça nécessite aussi au préalable des connaissances en finance. Donc, moi, je repartis sur mon parcours, comme ça, on va comprendre comment j'arrive à Djeco. Ok, Donc, quand je termine mes études, je commence à travailler et ensuite, je démissionne ok, et je crée une première start-up qui s'appelle Synetcore. ok. Et c'était une start-up qui était spécialisée dans le développement des applications avec les logiciels libres. Hmm. Et dans le développement de cette start-up, on crée un produit qui s'appelle Venim, qui est aujourd'hui une société Ok. et qui est une plateforme de vente de noms de domaine en ligne, qui Ok. permet de vendre des noms de domaine des pays africains en ligne. Et quand on travaille sur ce produit, on est confronté à un problème de paiement. Mhm. Et c'est ce problème de paiement-là qui fait que on intègre les API des opérateurs Oui, mobile oui. money et des cartes bancaires. Et la majorité des gens qui venaient acheter des noms de domaine sur notre plateforme nous posaient la question, mais comment vous avez fait pour intégrer les API des opérateurs? Hmm. Et c'est là où on s'est dit, ah, mais si nous, on a eu un problème de paiement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Plusieurs startups qui ont des projets, mais qui ont des soucis d'intégrer des solutions de paiement. Et c'est comme ça qu'on crée un agrégateur de paiement qui devient D'accord. une société qui s'appelle CinetPay. Je vois. Et c'est comme ça que CinetPay naît. Et je développe CinetPay pendant 8 ans. Oui. On arrive à faire une levée de fonds de 2,4 millions de dollars. Wow. Et on est présent dans 10 pays. C'est une équipe de plus de 60 personnes. D'accord. Et en 2024, je fais mon exit. Donc, l'exit, ça veut dire je vends mes parts. Tu parles de Je prends le Synetpay. cash et puis je m'en vais. Et c'est comme ça que je crée Djeco, qui est une autre fintech pour résoudre le problème des paiements marchands. C'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur quand j'étais à Synetpay, mais en plus de mon vécu et des expériences que j'ai eues à vivre, l'histoire que j'ai racontée, c'est ça qui me pousse aussi à créer Djeco. Mais à côté de ça, en plus de mon diplôme, Oui. j'ai eu à faire une formation, un exécutif MBA Ok. dans une école à distance. Et c'est ça aussi, ça m'a permis d'avoir des compétences et des connaissances en finance. Et il faut rajouter à ça toutes les formations, tous les séminaires, tous les bootcamps auxquels on a participé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur. Et c'est ce qui permet de renforcer la capacité de l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. D'accord, là c'est top. Si tu devais résumer ton parcours en tant qu'entrepreneur dans le domaine de, je vais dire, la fintech, sinon la tech de façon générale, ça serait laquelle? Moi, je dirais qu'avec CinetPay, on a inspiré beaucoup d'autres entrepreneurs. Et il y a énormément d'entrepreneurs qui ont vu ce qu'on a fait et qui ont créé d'autres Oui, startups et surtout d'autres fintech qui faisaient exactement la même chose que CinetPay. ok. Et moi, je pense que mon challenge aujourd'hui, c'est avec Djeco, si je peux inspirer et impacter énormément de jeunes et d'autres entrepreneurs pour créer d'autres fintech comme Djeco, peut-être même plus que Djeco, je pense que ça sera une très grande satisfaction pour ce parcours-là. D'accord, là c'est super encore. Maintenant, Djeco, quel est le rapport que Djeco a avec le M Studio? Bonne question. Alors, déjà, il faut comprendre que le M Studio, c'est une startup studio. D'accord. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui recrute des entrepreneurs Ok, et pour cofonder des startups. d'accord. Donc, Djeco est une
start-up qui est née au sein du M Studio, qui a été cofondée avec le M Studio. Donc, et le rôle du M Studio, c'est que le M Studio nous accompagne déjà. Donc, on fait 3 mois en tant qu'entrepreneur en résidence. Et pendant ces 3 mois-là, on développe tout ce qui est prototype, on va tester le marché, on fait des enquêtes, on fait des études, on monte le business plan. Et puis après les 3 mois, on passe devant un comité d'investissement. Et si le projet est validé par le comité d'investissement, on arrive à lever des fonds. Nous, on a passé cette étape. On a déjà réussi à lever on a fait notre premier tour d'étape en pré-seed. On a levé des fonds. Et tout ça, c'est grâce à l'accompagnement et au support du M Studio. Donc, le M Studio, c'est un autre cofondateur de la startup Djeco. Ah, ok, je vois maintenant. D'accord. Tu as parlé dans ton propos de lever des fonds. Ouais. Je me rappelle, j'ai eu un strategy talk avec Fabrice Zabayou qui dirige un accélérateur ABX. On a échangé longuement sur la levée des fonds. Est-ce que lorsqu'on développe une solution, est-ce que la levée des fonds est réellement primordiale dans un premier temps ou bien est-ce qu'on n'a pas besoin de lever des fonds pour pouvoir vendre sa solution et impacter? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de... Ça dépend du secteur d'activité dans lequel on se trouve. Par exemple, si moi, je fais du conseil, je n'ai pas besoin de lever de fonds parce que ma première prestation, je suis payé et je n'ai pas besoin d'un investisseur pour venir mettre de l'argent. Mais si je suis une start-up qui est en train de chercher son modèle économique, qui est en train de tester son marché pour voir si le marché, si c'est un produit qui va marcher ou pas. Parce que quand on crée une start-up, à l'origine, on a une idée, mais à aucun moment, on a l'image du produit fini qu'on va avoir. Exactement. Et donc, à chaque fois, on est obligé d'itérer, de tester des choses. Pour une start-up, oui, c'est nécessaire de lever des fonds pour pouvoir tester. Tester des choses, faire un prototype et puis aller le tester sur le marché. Moi, si j'ai une chose à dire sur la levée de fonds, il y a beaucoup d'idées arrêtées dessus. Lever des fonds n'est pas synonyme de réussite. Ok. Donc, il faille qu'on il y a des startups qui lèvent des fonds et qui meurent. Et c'est normal, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Il y a un étudiant, un élève qui était très brillant au primaire, mais au secondaire, il n'y arrive pas et il est moins brillant. Ou bien il était brillant au secondaire, au cycle supérieur, il est moins brillant. Ça fait partie du cycle de vie d'une entreprise. Lever des fonds n'est pas synonyme de réussite. D'accord. Mais avoir l'argent, c'est bien que de ne pas avoir l'argent. Moi, je dis toujours, je préfère avoir l'argent et ne pas avoir besoin de cet argent maintenant que de ne pas avoir l'argent et le jour où j'ai besoin d'argent, je n'ai pas d'argent. Donc, en tant qu'entreprise, avoir l'argent, c'est bien. Parce que ça permet de pouvoir gérer des moments difficiles. C'est un peu comme dans la vie de tout le monde. Quand j'ai l'argent et que j'épargne, le jour où c'est difficile, je m'appuie sur mon épargne pour pouvoir rebondir. Donc, pour une entreprise, avoir l'argent, c'est bien. Je ne dis pas que c'est nécessaire ou bien c'est absolu, mais avoir l'argent, c'est bien. Lever des fonds aussi, c'est un gage de... Ça démontre qu'il y a des investisseurs qui comprennent ce qu'on fait et qui croient en ce qu'on fait et qui pensent qu'on est sur le droit chemin et qui voient une opportunité et qui se disent, oui, effectivement, on pense que ça peut marcher. Ils ne disent pas que ça va marcher, ils disent ça peut marcher. Donc, c'est important. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a besoin de structures qui accompagnent des startups pour lever des fonds sur tout ce qui est fonds d'amorçage, donc fonds de démarrage. Comme l'étape du early stage. Exactement. On a besoin d'accompagner des startups au niveau du early stage, donc permettre de faire un prototype, aller tester le marché, voir si c'est un produit qui marche, s'il y a des clients, etc. Mais pour moi, le plus important pour une startup, quand on démarre, ce n'est pas la levée des fonds. C'est de construire un produit qui répond à un besoin et de tester ce produit sur le marché et voir si on arrive à faire de l'acquisition. Parce que, in fine, aucun investisseur au monde ne va vous donner plus d'argent que les clients. D'accord. Les clients vont toujours vous donner plus d'argent que les investisseurs. Donc, pour moi,
dès le départ, il faut se concentrer sur le client. D'accord. Et après, si l'investisseur vient donner de l'argent pour pouvoir acquérir encore beaucoup plus de clients, c'est ça qui est bien. D'accord. Bah, j'aime, disons, ta perception des choses parce que ça va ravir d'abord le cœur de l'utilisateur parce qu'il sait qu'on s'intéresse à lui également aussi d'investisseurs qui, pourquoi pas, pourra venir aussi injecter de l'argent encore. Exactement. Je pense que tout produit, en tout cas, je pense qu'il y a tous ceux qui sont peut-être passés sur cette tribune l'ont dit, on crée un produit pour répondre d'abord à un besoin. Oui. On crée une société pour répondre d'abord à un besoin. Si le besoin n'existe pas, ça ne sert à rien de créer une start-up. C'est vrai. Tout le monde répète la même chose. Il faut d'abord identifier le besoin avant d'identifier la solution. Et l'erreur qu'on constate souvent, c'est que ils sont nombreux, les entrepreneurs, qui présentent d'abord une solution et qui ont du mal à expliquer le besoin. Exactement. C'est pour ça que dans les pitchs, on dit celui qui réussit son pitch, c'est celui qui arrive à présenter un problème, Oui, à montrer comment le problème il est grand c'est ça. et à présenter une solution qui répond à ce problème. Exactement. Si vous réussissez ces 3 étapes-là dans un pitch, tout le reste là, c'est juste la mise en forme. Et oui, on va acquérir tel nombre de clients, on va faire ci, on va faire ça. Mais si on comprend quel problème vous essayez de résoudre et comment il est grand ce problème-là, c'est-à-dire comment ce problème touche un grand nombre de personnes Oui. et la solution que vous apportez, je pense que vous avez réussi votre Comme on pitch. le dit, le problème doit te faire peur à toi-même. Exactement. D'accord. Maintenant, on va maintenant sur un autre angle. On parle maintenant de culture de l'échec. Est-ce que Idriss a déjà échoué? Ouais, on a échoué. On a échoué dans beaucoup de projets qu'on a initiés. Quand j'étais à CNETP, on a lancé un TPE, un gros TPE qui n'a pas marché. Ok. On a lancé un produit qui s'appelle Transfer for Africa, qui permettait de transférer de l'argent entre les différents mobile money, qui n'a pas marché. Ok. On a essayé beaucoup de choses aussi également qui n'ont pas marché. Donc, oui, ce sont des échecs, mais ces échecs nous ont permis d'apprendre, de mieux comprendre le marché, de mieux comprendre nos clients Oui. et de mieux et d'améliorer ce qu'on faisait. Moi, je pense que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'échec. Ouais. Tant qu'on n'est pas mort, on n'a pas échoué. C'est ça. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Exactement. Et une course de fond, il y a des étapes. Il y a des étapes où on passe facilement, il y a des étapes qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup Oui. plus compliquées. Et il y a des étapes où on va beaucoup plus vite parce qu'on a compris, on a appris. Et pour moi, l'échec, c'est si quelqu'un est capable d'expliquer son échec, c'est qu'il a compris, c'est qu'il a appris. D'accord. S'il n'est pas capable d'expliquer son échec, c'est qu'il n'a pas compris pourquoi il a échoué. S'il passe son temps à dire ça n'a pas marché parce que le comptable ne faisait pas son travail, le commercial ne vendait pas assez, ou bien les ingénieurs ne développaient pas bien, c'est qu'il n'a pas appris. Mais s'il est capable d'expliquer que les erreurs qu'il a commises et qui l'ont amené à ce résultat qui n'est pas positif, Oui. oui, c'est qu'il a appris. Donc moi, je ne conçois pas l'échec comme quelque chose de négatif, je conçois l'échec comme un apprentissage pour la suite du travail. Mais c'est dommage parce que dans nos pays, surtout dans les pays francophones, Oui. on considère que l'échec c'est négatif. L'échec c'est pas bon, l'échec c'est ce qui est mauvais, ce qui est pire. Alors que dans l'environnement anglo-saxon, les gens ils aiment bien les entrepreneurs qui ont déjà échoué parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà commis énormément d'erreurs Oui. et qu'ils ne vont plus commettre ces mêmes erreurs-là pour les prochaines entreprises qu'ils vont créer. Donc pour moi, l'échec c'est un apprentissage. L'échec c'est quelque chose qui doit nous bonifier. Oui. L'échec c'est quelque chose qui doit nous faire apprendre, grandir et éviter les erreurs qu'on a commises dans le passé. Ouais, Ça, c'est c'est vraiment ma conception d'échec et ma culture de l'échec. Non, c'est très intéressant. Moi, je me rappelle, bon, à l'école, le lycée, avant de passer le bac, en réalité, je ne sais pas pourquoi c'était quel esprit, mais j'avais réellement peur de l'échec. C'est-à-dire le simple fait même d'entendre échec, échec me traumatisait. Et la première année, j'ai échoué au bac. Mais après, je me suis dit, attends, je ne vais pas rester là à laisser l'échec me tourmenter, etc., etc. Mais j'ai pu réellement voir mes zones de faiblesse, essayer de compenser. Et puis, la seconde année, je suis sorti d'abord de l'établissement premier et j'ai, disons, empoché mon bac. Parce que... ça me rappelle ma propre expérience. Moi j'ai échoué la 5e. Ouais. Et je sais pourquoi j'ai échoué la 5e. J'étais jeune, j'étais au lycée, je n'étudiais pas.
Oh, Ça, c'est pourquoi j'ai échoué. d'accord. Et j'ai échoué la troisième. J'ai pas eu mon BPC au, au premier coup. Et j'ai compris pourquoi j'ai échoué. J'ai compris que c'est parce que je n'étudiais pas. Exactement. Et la deuxième année, quand je me suis remis, j'ai pris conscience d'étudier. Oui. Quand j'ai eu mon BPC, c'est ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé en seconde, j'ai dit une chose, je ne vais plus échouer à l'école dans ma vie parce que je sais pourquoi j'ai échoué la cinquième, je sais pourquoi j'ai échoué la troisième. Yes. Et en seconde, j'étais premier. En première, j'étais premier. Et en terminale, j'étais premier. Wow. Et j'ai eu mon bac. Donc, si je devais regarder le fait que, ah ouais, la cinquième, c'était chaud, j'ai échoué. Oui. Et la troisième, j'ai échoué le BPC. Et que je devais me décourager. Oui. J'allais pas être premier en seconde, ni premier en première, ni premier en terminale. Mais c'est la compréhension des raisons de ces deux échecs-là qui ont fait que non seulement j'ai été premier en seconde, Oui. premier en première et premier en terminale, et pendant tout mon cursus universitaire jusqu'à mon diplôme d'ingénieur, j'étais toujours parmi les 5 premiers. Wow. Parce que j'avais décidé de ne plus échouer et je savais pourquoi j'avais échoué ces classes-là et je faisais exactement les efforts qu'il fallait faire pour que ces échecs-là n'arrivent pas parce que j'avais compris. Donc pour moi, l'échec, c'est un apprentissage, Oui. c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé et une fois qu'on sait exactement qu'est-ce qui s'est passé, on sait exactement ce qu'il ne faut pas faire pour que ces situations arrivent encore. Wow. Si je pouvais résumer, je vais dire que on reconnaît un grand homme par sa capacité à pouvoir comprendre l'échec d'abord, comprendre pourquoi on a échoué, et puis se remettre en cause, et enfin essayer de trouver des solutions pour ne plus retourner dans ce même échec-là encore. Pour moi, c'est exactement ça. Parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses que les gens ne disent pas ou ne voient pas. Je prends l'exemple des opérateurs de téléphonie mobile, par exemple. Si les gens se rappellent encore, il y a une certaine époque, ils ont lancé le MMS. Oui. Je ne sais pas si les gens se rappellent du MMS, c'était envoyer un message avec des images, Oui. un SMS avec des images. Oui. Mais ça n'a jamais marché. Mais est-ce qu'on dira que ces opérateurs ont échoué? Non. Il y a une époque où il y a un opérateur qui a lancé taper c'est payé, passer c'est payé. C'était une solution de paiement marchand qui devait permettre de payer dans les supermarchés, les magasins, mais ça n'a jamais marché. Est-ce qu'on dira qu'ils ont échoué? Mais après, ils ont lancé le mobile money. Et ça a eu un succès fulgurant, mais ils sont passés par des étapes, par des expériences qui leur ont permis de comprendre et d'affiner la solution pour vraiment répondre aux besoins des utilisateurs. Et demain, on dit, ouais, aujourd'hui, on parle du mobile money, tout le monde a un compte mobile money, mais ça a pris du temps pour que ce succès-là arrive. Donc, pour moi, les échecs, ce sont des apprentissages. Et comme tu l'as dit, si quelqu'un comprend pourquoi il a échoué et il sait ce qu'il faut faire pour éviter que ces situations arrivent, alors pour moi, c'est que il a tout gagné. Il a tout gagné. Yes. Parce qu'il le faut. Hein. On doit changer l'Afrique de demain. D'accord. La prochaine question qui me vient en tête, c'est ta perception de, disons, la jeunesse. Je vais dire d'abord ivoirienne et après africaine. En termes de capacité de travail. Et puis, est-ce que dans ton équipe actuelle, est-ce que tu as des jeunes qui travaillent avec toi? Oui, dans notre équipe, on a énormément de jeunes qui travaillent, qui sont super motivés, qui sont heureux de contribuer, de participer à la construction du projet Djeco, qui s'investissent jour et nuit et qui ne comptent pas les heures. Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte un énorme plaisir de savoir qu'on a une équipe comme ça qui est passionnée et qui investit. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a énormément de talent et ils ont une vraie opportunité. C'est que avant, quand il n'y avait pas Internet et les réseaux sociaux, pour avoir la connaissance, il fallait non seulement avoir de l'argent pour aller dans des grandes écoles, des grandes universités, ou bien pour voyager, pour aller à l'étranger, pour avoir accès à la connaissance. Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, on est dans sa chambre, on n'a même pas besoin d'avoir un ordinateur, avec un téléphone, avec de l'intelligence artificielle. On a la possibilité et on a accès à la même connaissance
que le même jeune qui se trouve aux États-Unis, en Oui. Chine, ou bien en France, ou bien à Taïwan, etc. Donc, pour moi, c'est une énorme opportunité pour la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine. C'est qu'en termes d'accès à la connaissance, aujourd'hui, on est au même niveau que les Européens. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est notre capacité à absorber cette connaissance, à comprendre cette connaissance, à maîtriser, à s'approprier cette connaissance Oui. et à innover pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont nos problèmes. Je n'ai pas dit de résoudre les problèmes des Blancs ou bien Oui, des Américains. c'est ça. Non, on a des réalités qui sont totalement différentes. On n'est pas au même niveau de développement. On a des problèmes qui sont propres à nos pays, à notre continent. Et la force de cette jeunesse-là, c'est cette capacité à innover et à trouver des solutions aux problèmes qui sont les problèmes de la Côte d'Ivoire et qui sont les problèmes de l'Afrique. D'accord. Là, je crois que tu as tout dit. Je n'ai plus rien à ajouter. Maintenant, si je devais te poser la question de savoir, l'Afrique, je vais dire, a plusieurs langues. Donc, lorsque je parle de langue, je vais prendre seulement deux, l'anglais et le français. Et le plus souvent, on a l'impression, c'est cette impression-là que l'Afrique francophone n'est pas, soit au même niveau que l'Afrique anglophone. Quelle est ta perception des choses quant à cela? Moi, je pense que les problèmes de langue, c'est vrai, mais on n'a pas que le français, on n'a pas que l'anglais. Oui, Je pense qu'on doit puiser dans nos langues maternelles. d'accord. Moi, je connais des gens qui savent bien parler sa langue maternelle, qui comprend bien sa langue maternelle et qui ne comprend pas le français. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne n'est pas intelligente ou bien ne peut pas comprendre des choses d'un certain niveau? Non, je ne crois pas. Une langue, c'est quelque chose qui s'enseigne à l'école. Un enfant, quand il naît, là, il ne sait pas parler français, il ne sait pas parler une langue. Oui. Mais c'est parce qu'on l'envoie à l'école pour apprendre une langue. Donc, je pense que si on puisait dans nos langues maternelles, si on réussissait à apprendre nos langues maternelles aux uns et aux autres, on n'avait pas dit que oui, ils sont illettrés, ils ne savent pas parler français. Pour moi, je pense que dire que parce que quelqu'un ne sait pas parler français illettré, je pense que c'est un peu abusé, quoi. Mais bon. Exactement. Après, il y a l'anglais Oui. et le monde devient de plus en plus global. Et si on veut impacter au-delà de son pays ou bien de son continent, c'est important d'apprendre l'anglais et de parler l'anglais. Moi, je pense même que l'anglais doit être une matière, une langue enseignée dans les écoles dès le primaire aux enfants pour leur permettre d'être bilingues. C'est très important parce que ce qui se passe, c'est que la majorité des nouvelles technologies naissent d'abord en anglais. Exactement. Ça prend 3 à 4 ans pour être traduite en français et ça prend 2 à 3 ans pour arriver, pour arriver en Afrique. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on n'a plus ces barrières-là. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, que la technologie naisse en chinois, en japonais, ou bien en français, ou bien en anglais, ou bien en tout, on a l'intelligence artificielle qui nous permet de traduire toutes ces technologies dans notre langue, dans le français, dans notre langue. Et je pense que pour moi, le plus important, c'est comment on peut utiliser l'IA pour traduire plus des choses dans nos langues maternelles, dans nos langues locales, pour permettre au maximum de personnes qui ne savent pas parler ni le français ni l'anglais d'avoir accès à ce type de connaissances-là, mais dans leur langue maternelle. Exactement. Pour moi, c'est ça le plus gros challenge. Je pense que si on arrive à travailler et à produire du contenu localisé avec des langues locales pour permettre à ma grand-mère qui est au village, ou bien à mon grand-père qui est au village, de comprendre beaucoup de choses, mais dans sa langue maternelle, je pense qu'on aura tout gagné. Ah, là, c'est top. Quand tu m'as emboîté un pas sur la question de IA, parce que depuis le début, on parle toujours d'intelligence artificielle. Déjà, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans le cœur de Djeko, la solution FinTech? Alors aujourd'hui, on utilise l'IA dans plusieurs domaines. Donc le premier domaine dans lequel on utilise l'IA, c'est pour développer. D'accord. Donc aujourd'hui, dans tout notre processus de développement, on utilise l'intelligence artificielle. Pourquoi? Pour aller vite, gagner du temps et puis délivrer rapidement les projets. Ça, c'est la première étape. On utilise l'IA pour tester,
Donc, développer, tester, faire des tests, etc. On utilise également l'IA pour monitorer des transactions, pour s'assurer que ça, c'est une transaction qui est normale, ça, c'est une transaction qui n'est pas normale, Ok. ça, c'est une transaction qui peut être frauduleuse, etc. Mhm. Et on utilise l'IA également pour faire de l'analyse de la donnée. Donc, on donne la majorité de nos données à l'IA pour nous donner des insights, pour nous donner des reporting, pour nous construire un tableau de bord et puis donner des informations sur comment se comporte notre business, qui est le plus bon client, qui utilise ça, etc. Donc, on utilise l'IA dans... Disons, l'IA même, il a peut-être 90%. Oui, parce que de plus en plus, ce qui va se passer demain, c'est on va plus chercher des architectes et Oui. ceux qui savent bien taper des prompts Mhm. que des développeurs. D'accord. Donc, l'IA va réduire le travail des développeurs. Je ne dis pas que l'IA va prendre la place des développeurs, mais l'IA va pousser les gens à devenir beaucoup plus des architectes. C'est-à-dire que l'architecte, c'est celui qui conçoit. Oui. L'IA, ça va être celui qui réalise. Mhm. Et celui qui conçoit doit être capable de contrôler ce qui est réalisé. En fait, ça va devenir un peu comme l'architecte qui conçoit une maison, qui fait un plan, Oui. et puis il a toute une équipe en bas qui construit la maison. C'est l'IA qui va construire les maisons demain, mais l'architecte va s'assurer qu'il est en train de construire conformément au plan Oui. et au cahier des charges qu'on lui a donné. Et quand il va faire quelque chose qui déborde, on va corriger, on va recadrer, etc. Donc, je pense que c'est ça. Dans le domaine du développement, c'est ce qui va se passer. On va avoir affaire à beaucoup plus de gens qui sont des architectes. Et l'IA va prendre la place de tous ceux qui font des tâches un peu répétitives, rébarbatives, des tâches chronophages qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, l'IA va automatiser toutes ces tâches-là et on n'aura plus besoin de ces personnes. Donc, je pense que tous ceux qui ne savent pas encore utiliser l'IA aujourd'hui, ils verront mieux de s'y mettre. Sinon, ça sera pas bon demain. quand la caravane va passer, ils n'auront que les yeux pour pleurer. Donc, c'est ça, hein. L'IA, c'est, disons, le futur de demain, pour ne pas paraphraser encore. Exactement. Et je pense que l'homme ne doit pas avoir peur de l'IA, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que l'IA ne sait pas faire et que c'est uniquement l'homme qui sait faire. L'IA ne va pas aller planter le maïs au village, ni le manioc. L'IA ne va pas faire ça. Exactement. Donc, cette phobie que certains ont de dire « Ah ouais, mais l'IA va tout remplacer ». Non, il faut se calmer, il faut bien regarder, analyser domaine par domaine, secteur par secteur et voir comment l'IA va transformer les métiers. L'IA va faire évoluer l'intelligence de l'être humain. Avant, pour trouver une solution à un problème, il me fallait une semaine. Aujourd'hui, avec l'IA, en 5 minutes, il y a la solution. Donc, l'IA va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, de gagner du temps, d'économiser de l'argent, bien sûr. Mais c'est comment on se réinvente avec l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est comme ça que les gens doivent penser, c'est comme ça que les gens doivent réfléchir. Ok, d'accord. Bon, là, c'est compris. Maintenant, Zeco a des concurrents? Oui. Pourquoi, d'accord, considérant que je suis un client, pourquoi je dois opter pour la solution Zeco au détriment du concurrent X? Alors, Zeco a des compétiteurs, c'est vrai, mais nous, on a une proposition de valeur qui est unique. D'accord. Nous, notre proposition de valeur, c'est que nous, on offre 3 choses. La première des choses que Zeco offre, c'est une nouvelle expérience de paiement. Aujourd'hui, tout le paiement de Zeco est basé sur le QR code. Donc, il n'y a plus de USSD. Il n'y a plus de syntaxe à retenir. Il n'y a plus de problème de connexion quand tu commences une syntaxe USSD et puis ça se coupe en plein milieu et puis tu dois recommencer. Il n'y a plus de... donc, le fait d'avoir une expérience utilisateur qui est basée uniquement sur les QR codes, ça réduit la fraude. Parce que le USSD, c'est une technologie qui ouvre une porte à la fraude sociale. C'est-à-dire que moi, je vais sur un site internet, je mets ton numéro de téléphone et puis je t'appelle et puis je te dis, ah ouais, tu vas recevoir un SMS, il faut composer telle syntaxe et tu composes la syntaxe et moi, je vide ton compte Mobile Money. Alors qu'avec le QR code,
pour pouvoir payer, il faut avoir le téléphone du propriétaire. Donc, il faut passer la première barrière du verrou du téléphone. Ensuite, il faut avoir l'application mobile du mobile money. Donc, il faut passer le deuxième verrou du code de l'application mobile du mobile money. Il faut scanner et payer. Donc, l'expérience utilisateur est différente avec Djeco. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que nous, on offre un terminal qui combine les deux mondes. Aujourd'hui, nos boutiquiers du quartier pourront accepter des paiements par QR code et des paiements par carte bancaire. D'accord. Donc, le magasin du quartier, la boulangerie du quartier pourra accepter les paiements par QR code et les paiements par carte bancaire. Et tout ça, c'est toujours gratuit pour l'utilisateur final. Donc, l'utilisateur final ne paye pas de frais. Et la troisième des choses, c'est que notre terminal est particulier. Il parle. Wow. Aujourd'hui, quand vous allez dans un commerce, que vous scannez le QR code, vous payez, la vendeuse vous demande, monsieur, est-ce que je peux voir votre téléphone pour vérifier le paiement? Parce qu'elle n'a pas le téléphone pour vérifier le paiement. Ça, c'est la première des choses. Nous, notre terminal, il parle. Quand vous payez, il dit paiement de 2500 effectué avec succès. Wow. Donc, ça fait qu'elle n'a plus besoin d'aller vérifier le téléphone, de vous demander de montrer votre téléphone pour vérifier le paiement. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que le fait que notre terminal parle, ça aide les commerçants qui, pendant qu'ils travaillent, ils utilisent leurs mains et au moment de payer, ils n'ont pas le temps d'aller prendre le téléphone pour vérifier si le client a vraiment payé. Donc, le terminal sera là avec un QR code affiché, je scanne, je paye, et puis le terminal parle et j'entends, et je continue de faire ce que j'avais à faire avec mes mains. Donc, ça, c'est un autre avantage de notre terminal. La troisième des choses, c'est que c'est un terminal qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que c'est même moins cher qu'un téléphone. Donc, le coût du terminal est moins cher que le coût du téléphone. Donc, ça fait que le terminal devient accessible à tout le monde. Parce que pour encaisser des paiements mobile money, il faut forcément un téléphone. Mais le terminal même est moins cher que le téléphone. Et en plus de ça, il encaisse et le mobile money et la carte bancaire et il parle. Donc, ça, c'est vraiment une innovation que nous, on apporte sur le marché. Et ça, c'est ce que le commerçant, le client voit. Mais ce qu'on donne aux commerçants à la fin, c'est qu'on donne un back-office, un tableau de bord qui lui permet non seulement de suivre ses ventes, de suivre ses encaissements, de voir la progression de ses ventes, de voir les jours où ça a marché, les jours où ça n'a pas marché, de comprendre son commerce, d'anticiper sur un certain nombre de choses, de constituer un historique de transactions et il pourra demain utiliser cet historique-là pour aller voir des banques ou des microfinances pour avoir accès au crédit, pour développer son commerce, pour élargir son commerce, pour acheter encore plus de marchandises et pour gagner encore plus d'argent. Donc, Djeco ne vient pas seulement donner une solution pour encaisser des paiements, mais on donne une solution pour aider le commerçant à grandir et à gagner plus. D'accord, donc on va dire Djeco, c'est une architecture. C'est tout un système qui vient aider le commerçant à vraiment gérer son commerce, à vraiment se concentrer sur son commerce. Et Djeco va gérer tout ce qui est encaissement, Djeco va gérer tout ce qui est analyse pour lui, Djeco va gérer tout ce qui est gestion pour lui, Djeco va gérer tout ce qui est facturation pour lui, Djeco même va gérer tout ce qui est scoring pour lui, et Djeco va l'aider à avoir accès au crédit, et Djeco va l'aider à développer son commerce et à gagner beaucoup plus d'argent. Donc Djeco, c'est la solution. C'est la solution qu'il faut pour tous les commerçants. Donc, si vous avez un restaurant, un magasin de vente d'habits, de chaussures, si vous avez une chaîne de fast-food, si vous êtes une entreprise, si vous avez beaucoup de points de vente, vous avez plusieurs agences un peu partout, Djeco est la solution pour pouvoir digitaliser les paiements dans ces points de vente, pour avoir un historique de transactions, pour mieux gérer et pour vous constituer et pour vous faciliter l'accès au crédit. D'accord, il a fait sortir tout l'argumentaire. D'accord. Donc, Djeco, dans le début de tes propos, tu avais dit que Djeco, auparavant, on avait besoin de peut-être de télécharger 5 applications, par exemple, et avoir 5 QR codes différents. Mais avec Djeco, on a seulement un seul code QR qui nous permet de pouvoir effectuer des transactions sur ces différents réseaux-là. C'est exactement ça. Wow. D'accord. Là, ça, c'est avant, le top. Vous aurez besoin, si vous voulez encaisser les moyens de paiement d'un opérateur, vous devez coller son QR code, télécharger son application. Si vous voulez le deuxième, vous collez son QR code, vous téléchargez son application. Si vous voulez le troisième, vous collez son QR code, vous téléchargez son application. Ça, donc, sur le même téléphone, vous devez jongler entre 3, 4, 5 applications
pour vérifier si le paiement est bien passé. À chaque fois, il faut se connecter, il faut mettre un code, il faut retenir le code. Et puis, à la fin, il faut faire une réconciliation. J'ai encaissé 50 000 avec tel moyen de paiement, 20 000 avec tel moyen de paiement, 30 000 avec tel moyen de paiement, 40 000 avec tel moyen de paiement. Et mieux, avant, si vous étiez un commerçant que vous n'avez pas de compte bancaire, vous ne pouvez pas accepter des paiements par carte parce que les banques n'allaient pas vous donner leur terminal. Avec Djeco, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte bancaire pour avoir un terminal pour encaisser les paiements par carte bancaire. Et avec Djeco, tous les paiements que vous avez encaissés par carte bancaire, vous pouvez le retirer sur votre compte mobile money ou bien l'envoyer sur votre compte bancaire. Et ça, ce sont des avantages que Djeco apporte. Donc, on vient vraiment simplifier le paiement pour le commerçant, pour lui permettre d'accepter tous les paiements. Avant, si vous allez dans un commerce et puis vous dites, est-ce qu'on peut payer par carte? Le commerçant va vous dire, désolé, je n'ai pas de terminal. Mais avec Djeco, ça, c'est fini. Vous n'aurez plus à dire ça, vous n'allez plus perdre ce type de vente-là, vous allez pouvoir encaisser et avec du paiement sans contact. Wow. Encore félicitations à Djeco. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, parlons d'agrément. On a la Banque centrale, la BCAO et, disons, l'UEMOA qui tire les ficelles aussi. Au niveau de l'agrément, ça, c'est une lutte. Oui. Parce que j'ai entendu beaucoup de dirigeants me dire c'est dû aussi par moment. Non, je pense que l'agrément, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Okay. C'est quelque chose qui est bien. D'accord. Quand je dis c'est bien parce que quand j'étais à SNEDP, à chaque fois qu'on parlait avec des investisseurs, ils nous posaient la question, est-ce que vous avez un agrément? Et nous, on leur répondait, non, on n'a pas d'agrément parce que la Banque centrale n'a pas d'agrément pour les fintech. Et ça faisait fuir beaucoup d'investisseurs parce que ce sont des investisseurs qui ont investi dans des startups au Nigeria, au Ghana, au Kenya, ou en Europe, ou en Asie. Et pour eux, tout ce qui est fintech a forcément un agrément. Exactement. Donc, quand ils arrivaient en Afrique francophone, et puis on leur disait, non, il n'y a pas d'agrément chez nous, ils disaient, ah, mais c'est risqué ça. Est-ce que je vais mettre mon argent dans une start-up où demain, quand la Banque centrale va dire, non, il faut que tu arrêtes tes activités, je vais mettre mon argent. Donc, l'agrément, c'est bien. Ça permet de sécuriser. C'est une forme de garantie. Oui, des fintech. Ça permet de rassurer les investisseurs et ça permet à la fintech également de se structurer et surtout de mettre en place des process et d'avoir une meilleure gouvernance. Donc, l'agrément apporte tous ces éléments à la fintech. C'est vrai qu'il faut faire beaucoup de documents, il faut déposer à la Banque centrale. Il faut avoir aussi le moment du cash. Il faut avoir du capital, il faut patienter, il faut faire des meetings, des réunions et tout. Mais je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet de structurer le secteur même parce que la Banque centrale, elle a deux grands rôles. C'est comment je fais pour protéger les utilisateurs et comment je fais pour ne pas créer un déséquilibre dans le système financier. Généralement, c'est ça. C'est qu'est-ce que je mets en place pour que l'utilisateur ne soit pas grugé. Quelqu'un qui crée une fintech, qui prend l'argent des utilisateurs, qui disparaît demain. Et comment je mets en place un mécanisme pour que je ne crée pas de l'instabilité ou bien du désordre dans le système financier. Par exemple, des gens qui vont utiliser l'argent pour financer le terrorisme, pour la prolifération des armes, ou bien pour blanchir l'argent, et puis ça va créer des problèmes dans l'économie et tout. Donc, l'agrément vient aider la start-up à mettre en place des mécanismes pour protéger les utilisateurs, mais ça vient aussi aider la start-up à mettre en place des mécanismes pour éviter que la start-up ne soit un passage pour ceux qui veulent blanchir l'argent, ceux qui veulent utiliser leur plateforme pour aller financer le terrorisme, ou bien ceux qui veulent utiliser leur plateforme pour pouvoir acheter des armes et puis faire la prolifération des armes, etc. Donc, je pense que l'agrément vient aussi aider la start-up à avoir une structure de gouvernance, c'est-à-dire à ne pas avoir un seul boss qui décide de tout. Exactement. Le jour il est content, tout le monde est content. Le jour il est fâché, tout le monde n'est pas bien. Et puis le jour il n'aime pas ta tête. Bon, il n'aime pas ta tête. Ça, c'est la vérité aussi. Le jour il veut payer sa nouvelle voiture. Il tape dans la caisse, il paye sa nouvelle voiture. Ou bien le jour il va à la CINI, il prend l'argent dans la caisse.
Et puis il va signer. Combien le jour il a besoin d'argent, il prend l'argent des clients, il mélange l'argent de la société, l'argent des clients, il prend l'argent des clients, et puis ils en va faire son PA. Et puis demain, quand les clients demandent l'argent, il dit ah, vous me fatiguez pas. Donc, l'agrément vient aider à mieux structurer tout ça, à mettre un peu du sérieux dans tout ce qui est fait, à aider aussi les startups à se structurer parce qu'il y a pas mal de startups qui n'avaient pas de conseil d'administration. L'agrément vient les aider à avoir un conseil d'administration. L'agrément vient les aider à mettre en place des outils de gestion de support. L'agrément vient les aider à mieux gérer l'argent. L'agrément vient les aider à mieux structurer comment on évite qu'on utilise notre plateforme pour pouvoir s'adonner à des activités illicites, etc. Donc, je pense que pour moi, l'agrément, c'est une bonne chose, non seulement pour les startups, mais c'est aussi une bonne chose pour l'écosystème et c'est aussi quelque chose qui rassure les investisseurs. Et je suis convaincu qu'il attire et qui va attirer encore plus d'investisseurs qui vont venir investir dans la fintech en Afrique francophone. D'accord, là c'est top. Ton ABCAO, vous faites du bon travail. Hein? En tout cas, la Banque centrale fait sa part. D'accord, là c'est top. Si tu avais, je dirais, une perception, quelle est ta vision de la souveraineté de la finance en Afrique? Je pense que ça, c'est un vrai sujet et je pense que c'est un sujet qui est adressé par la Banque centrale et la Banque centrale fait énormément d'efforts pour qu'on soit souverain. D'accord. Pour moi, la première chose, c'est la souveraineté de la finance en Afrique, c'est d'abord de mettre en place des outils, des mécanismes pour pouvoir contrôler les flux financiers. Okay. Si on a un contrôle clair sur les flux financiers, on sait exactement comment l'argent circule, ça va où, ça quitte où. Ça permet de s'assurer qu'on a une maîtrise de son environnement. Après, la souveraineté aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a un gros marché de 8 pays en Afrique de l'Ouest. Oui. Avant, il y avait énormément de transactions qui échappaient à la Banque centrale. Le but aujourd'hui, ils sont en train de travailler pour que l'ensemble de ces transactions puissent être suivies, contrôlées et qu'on sache exactement où ça passe. Par exemple, tout ce qui était paiement par carte bancaire sur les plateformes en ligne, ce sont des flux financiers qui échappaient à la Banque centrale, que la Banque centrale ne voyait pas, ne pouvait pas contrôler ces flux. Et si je ne peux pas contrôler quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que les gens font là-bas. Je ne sais pas s'ils utilisent ça pour financer le terrorisme ou bien pour acheter des armes ou bien pour tout ce que... Donc, la première des choses, c'est d'encadrer ça. Aujourd'hui, la Banque centrale travaille à des textes de loi pour encadrer. Ensuite, la Banque centrale met en place des infrastructures. On a PI qui est en train de se mettre en place pour pouvoir mieux contrôler les flux financiers. Et la Banque centrale est également en train de regarder tout ce qui est crypto-monnaie avec des stablecoins, des crypto-actifs. Et c'est en contrôlant l'ensemble de ces instruments-là qu'on arrive à d'abord avoir une maîtrise de son environnement. Après, la souveraineté financière, bon, je pense que ça, ce sont des questions économiques et financières. C'est à chaque pays comment on gère, comment on met telle règle. Bon, ça c'est du domaine de la Banque centrale. Mais sur le point de vue du paiement et des transactions financières, je pense qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits pour pouvoir non seulement contrôler les transactions financières qui sont faites par mobile money, par carte bancaire, que ce soit en ligne ou hors ligne, contrôler tout ce qui se fait aujourd'hui par crypto, et que la Banque centrale n'a pas de visibilité dessus. Donc, elle est en train de voir comment j'autorise un certain type de crypto et je réglemente ça pour pouvoir suivre ces flux financiers-là et m'assurer que j'ai le contrôle sur tout ce qui se passe dans mon environnement. Là, c'est top. Il faut dire qu'il y a du travail qui est fait derrière. Ouais. D'accord. Dernière question avant de conclure. C'est la suivante. Qu'est-ce que tu penses du modèle Startup FinTech qui crée des solutions qui sont rapides, moins coûteux et je vais dire accessibles à tous et le modèle banque traditionnelle? Je pense que les banques ont compris. Les banques ont compris que elles ne pouvaient plus rester dans un modèle très très traditionnel comme avant, et la majorité des banques sont en train de se digitaliser. Si vous regardez bien, si tu regardes bien, avant, il y avait des banques qui ne donnaient pas de cartes. Oui.
Mais le fait que les fintechs sont venus et ont démocratisé les cartes, la majorité des banques aujourd'hui distribuent des cartes. Automatiquement, dès que tu crées un compte, on te donne une carte. Oui. Avant, il fallait ouvrir le compte et il fallait faire la demande de la carte. Oui. Et puis ça prenait, Et ça prenait du temps. Quoi. Aujourd'hui, dès que tu ouvres le compte, on associe une carte à ce compte et en 48 heures, tu as une carte. Exactement. Avant, ce n'est pas le cas. Si. Avant, toutes les banques n'avaient pas d'application mobile. Dans le e-banking, c'était soit en ligne Oui. et toutes les banques même n'avaient pas le e-banking. Aujourd'hui, personne ne va ouvrir son compte dans une banque qui n'a pas de e-banking ni navigation mobile. Ça n'existe pas. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui a été poussé par les fintechs qui ont mis à disposition des plateformes aux utilisateurs pour permettre de consulter leur solde sur leur carte bancaire ou sur leur carte prépayée, etc. Donc, de plus en plus de banques sont en train de se digitaliser et ça, c'est parce que les fintechs sont venus un peu disrupter le secteur, bousculer un peu le secteur. Et puis les banques ont dit, OK, il faut qu'on y aille, sinon on risque de perdre nos clients. Exactement. Donc, le modèle où on crée des solutions qui marchent très bien, qui va vite, qui est accessible à tous, c'est un très bon modèle. Le modèle de banque n'est pas aussi un mauvais modèle, donc c'est pas aussi un modèle qui va mourir. Donc croire que parce que les fintechs font aussi que les banques vont mourir, non, c'est mal connaître le métier de la banque, parce qu'il y a la banque des détails et puis il y a la banque aux entreprises, il y a les crédits, ils ont il y a des gros services. Voilà, ils ont plusieurs services, elles ont plusieurs cartes dans leur dans leur sac, donc elles vont pas mourir demain. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on constate sur le marché, c'est que les banques et les fintechs se complètent. Avant, les banques voyaient les fintechs un peu comme des concurrents. Une menace. Voilà, une menace. Mais aujourd'hui, les banques ont compris. Les banques ont compris que non, on peut signer des partenariats avec des fintechs, par exemple sur des programmes d'émission de cartes. On peut signer des partenariats avec des fintechs pour tout ce qui est émission de monnaie électronique. Oui. On peut signer des partenariats avec fintech pour tout ce qui est acquisition, plateforme d'acquisition par carte bancaire, Visa et Mastercard en ligne ou offline. On peut signer des partenariats avec des fintechs pour des plateformes d'acquisition digitale. Ou bien on peut signer des partenariats avec des fintechs qui développent des solutions de eKYC, bien de KYC, bien de vérification des pièces d'identité. Oui. En fait, aujourd'hui, les banques ont compris que les fintechs sont des partenaires et c'est plus des adversaires. Et ce qu'on constate sur le marché, c'est qu'il y a beaucoup plus de partenariats aujourd'hui entre banques et fintech et c'est bien pour l'écosystème. Ils viennent tout simplement compléter, disons, les manquements un tant soit peu de la banque. Exactement. Exactement. D'accord. Nous sommes, disons, au thème de notre échange. Ce fut réellement un plaisir d'avoir entendu, écouté ton parcours et celui de Geco. Et je crois que Geco, c'est vraiment la solution à ne pas manquer, à suivre aussi de près et pourquoi pas aussi à aller souscrire rapidement. Il y a une question qui me vient, c'est vrai, je voulais conclure, mais Geco a un coût en termes de prestation de services. Tu avais dit que c'était accessible à tous, même la commerçante jamais pouvait avoir. Donc, combien, si c'est pas, disons, secret, combien coûte une solution à Geco? Non, déjà, c'est pas secret, c'est pas caché. Une de nos valeurs, c'est la transparence. Nous, à chaque fois qu'on construit une solution, on essaie d'être le plus transparent avec le client. Et je pense que dans le domaine des services financiers, la transparence, c'est une valeur que tout le monde doit avoir. Donc, si vous voulez utiliser Geco pour encaisser dans votre boutique, dans votre commerce, il vous suffit d'aller sur Google App Store ou Play Store, télécharger l'application Geco Business. Vous allez ouvrir votre compte, ça vous prend à peine 5 minutes. Tout ce qui est KYC se fait en ligne également. Vous prenez votre selfie, vous soumettez votre pièce d'identité, vous uploadez les documents de votre entreprise et puis toutes les vérifications sont faites automatiquement derrière par notre système d'analyse de KYC et le partenaire avec lequel on travaille. Alors la question qu'on va me poser, c'est combien ça coûte tout ça? Le terminal il coûte 50 000 francs, vous l'achetez une seule fois. Et il est garanti 12 mois. Si jamais il y a un souci, nous venons remplacer le terminal pour vous. Le terminal vous permet d'accepter tous les paiements par mobile money et carte bancaire. Et
le reversement est instantané. C'est-à-dire que si vous avez encaissé à 10 heures, vous avez besoin d'argent à 10h05, vous cliquez sur transférer vos fonds et vous recouvrez vos fonds de manière instantanée. D'accord. Les frais de transaction, c'est 1%. Donc, Ok. pour tous les encaissements, c'est 1%. Et si vous voulez transférer l'argent sur votre compte bancaire, c'est 1000 francs. Quel Peu que importe soit le le montant. montant, peu importe le montant. Et donc, c'est simple, c'est facile, c'est accessible, c'est pas très cher. Et ça permet de sécuriser votre commerce, ça vous évite l'utilisation du cash, ça vous évite des trous de caisse, ça vous évite d'avoir à manipuler, à gérer des faux billets et ça vous évite des vols. Parce que Ouais. un petit commerce qui est cambriolé, qui perd sa recette du jour, c'est très risqué. Ça peut souvent entraîner même la fermeture de ce petit commerce. Donc, c'est Exactement. pour ça qu'on a développé une solution très simple, très accessible et qui ne coûte pas très cher pour vous Da- permettre d'accepter tous les paiements. Là, c'est top. Je pense que tous ceux qui vont regarder la vidéo pourront connaître le coût pour une souscription à Geco. Si tu avais un mot de fin à donner. Moi, si j'avais un mot de fin à donner, c'est la Côte d'Ivoire a encore beaucoup de choses à faire. Il y a énormément d'opportunités. Et je pense que grâce à l'intelligence artificielle, la jeunesse doit s'approprier ces technologies pour innover, trouver des solutions aux problèmes réels qu'on vit dans notre pays et sur le continent. Et ce n'est que comme ça qu'on arrive au succès, c'est en cherchant à résoudre un problème qui touche le plus grand nombre de personnes. D'accord. Donc, encore merci, Idriss, Me- d'avoir répondu présent à cette invitation-là. Merci beaucoup. Déjà, donc, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker en vue de pouvoir recevoir encore ce genre de contenu de qualité avec ces experts-là qui bâtissent, je le dis toujours, le monde de la finance de demain. Et c'est ici que ça se construit à Africa FinTech Insight, le CEO en Leader Spotlight. C'était Romaric Amani en compagnie de Idriss. Merci encore, Idriss. Merci beaucoup, Mike.